Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui de review du chapitre numéro 60 du manga Dragon Ball Super, chapitre qui fait énormément parler de lui, non je vais pas dire qu'il fait une polémique, mais on n'en est pas très loin à vrai dire, mais on va dire que c'est un chapitre qui soulève énormément d'émotions sur les réseaux sociaux, que ça soit au travers de tout le monde, c'est-à-dire de tous les fans de Dragon Ball, mais aussi, vous l'aurez pu remarquer très sûrement, au travers des diverses pages et des diverses opinions de youtubeurs et autres et j'en passe, etc., qui viennent vous partager leurs avis également. Vous avez vu que c'était très mélangé. Du coup, aujourd'hui, je vous partage modestement mes avis et mes réflexions sur ce chapitre-là, et on va essayer d'y prendre un maximum de recul et de réfléchir un minimum sereinement sur ce chapitre-là, sans aller dans les extrêmes, c'est très important. S'emballer, ça peut être drôle des fois, mais souvent ça gâche un petit peu la vie. Le chapitre numéro 60 met en avant ce qu'il y a écrit dans son titre, l'erreur de calcul de Mérus. Alors première chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, pourquoi est-ce que j'ai pu lire un petit peu partout à droite et à gauche et j'ai pu entendre que Goku serait totalement débile, que ce chapitre-là ne respecte pas Goku, que Goku a fait une erreur ou a fait des erreurs, donc je parle du déroulement du combat face à Moro. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a un lien en description comme d'habitude, comme chaque mois. Il est disponible en anglais et en espagnol. Je ne donne jamais de lien en français car ça n'existe pas légalement en français, hormis l'achat des tomes. Donc je fais référence à l'erreur de Mérus et à une hypothétique, si j'en crois certaines rumeurs d'internet, erreur de Son Goku, car le début du chapitre, c'est en fait, et même une bonne moitié peut-être du chapitre, c'est que du combat entre Goku Ultra Instinct et Moro. C'est un combat qui mise sur la brutalité, et ça c'est vrai que c'est dommageable, on aurait pu s'attendre à autre chose, parce que là on a deux adversaires très spéciaux. On a Moro, qui a énormément pris en puissance, c'est vrai, donc ça explique sa brutalité, mais de l'autre côté, Moro est rempli de magie, et même en chapitre 59, il nous disait qu'il était capable de toutes sortes de sortilèges, sauf qu'au final, il n'en a montré que 2-3. Et de l'autre côté, nous avons Goku Ultra Instinct, certes non maîtrisé et aux cheveux non argentés, mais qui tout de même maîtrise partiellement une technique qui est censée lui donner diverses habilités bien plus particulières en termes de déplacement, en termes de réflexion au combat, en termes d'équilibre entre son corps et son esprit, qui devrait faire transpirer autre chose que de la pure brutalité au combat. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je suis un petit peu pris entre deux chaises, si vous voulez. Je suis content que la mise en scène a gagné en efficacité. Certes, elle n'est pas parfaite. Certes, Toyotarou perd encore du temps sur certaines cases, etc. qui ne servent à rien. Mais de l'autre côté, ça serait un gros mensonge de dire que Toyotarou n'a pas fait des efforts de mise en scène et de dire que Toyotarou n'a pas fait des efforts de réalisation. Il y a même des pages entières sur lesquelles il n'y a aucun dialogue et ces pages-là sont extrêmement claires et compréhensibles et lisibles. Et une mise en scène compréhensible sans aucun dialogue, c'est quand même un premier bon point de gagner concernant la réalisation du chapitre. Et on a pu voir que Toyotarou a tenté quelques efforts pour tenter d'essayer d'épurer un petit peu sa mise en page. Cependant, il y a toujours des rebuts, il y a toujours des choses inutiles, c'est clair et net, mais de l'autre côté, je me réjouis parce que Toyotarou a su nous fournir un combat avec de réels impacts perceptibles pour nous en tant que lecteurs. J'ai senti qu'il y avait une tension dans le combat, j'ai senti que les deux adversaires forçaient. J'ai pas senti que c'était un combat de Playmobil, comme ça pouvait l'être un petit peu dans le chapitre 59. Là, j'ai vraiment l'impression que deux guerriers extrêmement balèzes, dommage qu'ils ne soient pas extrêmement techniques, extrêmement magiciens, etc., comme je l'ai dit, extrêmement balèzes, sont en train de s'entrechoquer. Je l'ai perçu. Donc tout cela pour dire que dans certains mots de Toyotarou, il y a aussi certains biens. Et ça, il faut aussi le mettre en avant et garder un avis éclairé sur la situation et ne pas se laisser s'emporter. Dans tout ça, dans la finalité de ce combat, qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont se mettre des coups dans tous les sens à leur plein pouvoir, et Mérus et Whis vont faire un petit peu les deux commères du chapitre, deux commères qui sont là pour représenter un petit peu Toyotarou, qui essaie de nous parler directement d'une certaine manière, et Whis l'ange accompagné de Mérus l'ange en formation. D'ailleurs ça se ressent bien, l'écart de niveau en termes de réflexion de Mérus, Whis n'aurait jamais fait cette erreur là, vous voyez par exemple, eh bien cet écart se ressent, mais bon tant mieux, ça fait partie du scénario. D'ailleurs autre bon point aussi dans Dragon Ball Super, on dit souvent qu'il n'y a pas d'exploration du lore de Dragon Ball, que beaucoup de portes sont ouvertes et ne sont jamais refermées, que beaucoup de promesses sont faites et elles ne sont jamais réalisées. Eh bien j'ai envie de vous dire, parmi toutes ces promesses, c'est vrai qu'il y en a dont on ne sait rien, les 5 ennemis les plus puissants, les 6 univers détruits par Zeno, etc. Il y a plein de choses. Et ça, c'est pas que Dragon Ball Super, même dans Dragon Ball, DBZ, pour parler d'animé, voilà, dans un petit peu tout ce que vous voulez, ça a toujours été. Mais on a aussi des choses qui sont développées, qui sont écrites. Le lore autour des anges, grâce à Mérus, il a pris une ampleur que l'on n'imaginait pas. On avait à peu près tous la même idée des anges, on se disait que les anges, ils naissaient comme des êtres quasiment parfaits dès la naissance, qu'il n'y avait rien à retoucher, rien à faire, qu'ils étaient des créations du Daishinkan, et de toute façon que ça devait être parfait. Eh bien non, Mérus est un enfant du Daishinkan,
et vous voyez à quel point sur certains aspects il peut être un petit peu con-con. Vous pouvez voir à quel point il fait une erreur de calcul. Vous pouvez voir à quel point un ange en formation, déjà on ne savait même pas qu'un ange faisait une formation, dans Dragon Ball Super on l'a su, et on ne savait pas que cette formation avait lieu chez les mortels d'ailleurs, donc vous voyez, beaucoup de choses qui sont développées, on s'en rend même pas compte alors que c'est sous nos yeux. Mais on se rend compte aussi que les anges, ils font les beaux quand ils sont matures avec leur neutralité, le cycle de vie des univers, la vie, la mort, etc. c'est normal, mais au final on s'en rend compte que les anges, eux aussi, peuvent éprouver et éprouvent des émotions réelles envers les peuples mortels, par exemple au sein desquels ils ont été posés en formation. Et le cas de Mérus en est une confirmation totale. Mérus fait preuve d'amitié et fait preuve d'empathie pour ces peuples mortels aux alentours de la Terre, de la patrouille galactique et tout ça, qui sont en train de se faire décimer par Moro. Et on sent que Mérus, désolé si j'ai dit Moro auparavant, je voulais dire Mérus, on sent que Mérus, il est à deux doigts de craquer. Si les anges avaient une capacité de téléportation, je suis sûr qu'il se serait déjà téléporté sur Terre pour essayer de les aider. Mais bon, il n'a pas de téléportation et Whis est là pour le calmer et pour un petit peu le sermonner, lui apprendre la vie d'ange en quelque sorte. Donc on apprend beaucoup de choses. Et justement, dans ces apprentissages-là, on apprend qu'un ange peut faire des erreurs. Et le fait qu'à la fin du combat, Goku, Ultra Instinct face à Moro, on ait un Goku qui se met à power up encore plus, qui puise encore plus dans la puissance brute. On a Goku qui, en apparence, fait une erreur, mais cette erreur n'est pas de la faute de Son Goku. Goku a été largué, on dirait qu'il a été jeté dans Fortnite, tu sais, depuis le bus, on l'a largué là-dedans, et il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Et le pilote du bus, c'était un petit peu Mérus. Sauf que Mérus, il l'a lâché au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il l'a lâché dans un endroit où il y a le mauvais stuff pour faire face à la mauvaise menace. C'est ça le problème. Goku n'est pas le responsable de sa perte ici. Mérus l'est partiellement. Mérus s'était dit que Moro serait à un tel niveau de puissance et pas au-delà, mais il s'est trompé. Moro dépasse l'entendement de ce que pensait Mérus, et probablement qu'en termes de magie aussi, il le dépasse. Et Goku Ultra Instinct doit faire face à cela. Et Goku, au contraire, ne fait pas une erreur. Goku se fait exactement la même remarque que Whis et se dit que le plan de Mérus est devenu caduque et qu'il va falloir trouver autre chose pour essayer de compenser. Sur ce moment-là, dans la pression et la tension du moment, Goku est absolument incapable de faire mieux en termes d'Ultra Instinct, il n'a pas la possibilité de se mettre au calme comme Jiren dans le tournoi du pouvoir dans l'anime et de méditer un petit peu, il n'a rien de tout ça, il n'a pas de temps, il n'a pas d'amélioration possible de son esprit, il n'y a pas de dépassement des limites en fin du combat comme les Saiyans ont un petit peu l'habitude de le faire. Oui, c'est dira même, bon, mais cette fois-ci il n'y aura pas de miracle, donc Son Goku est totalement les pieds au bord du gouffre, 1 mm de plus et il va chuter. La seule chose qu'il fait pour se rattraper à cette falaise dont il est en train de tomber, c'est qu'il force le plus possible pour s'y accrocher. Il n'y a vraiment que ça à faire, et il le fait. Donc à partir de là, on voit que son Ultra Instinct, son corps en tout cas l'Ultra Instinct, va devenir de plus en plus balèze, plus musclé, ce qui n'est pas cohérent par rapport à l'Ultra Instinct, ce qui est une erreur de calcul. Ça fait un petit peu penser à Trunks Daisan Dankai. Goku avait vu que c'était un petit peu de la merde, Cell le savait aussi, mais au final Goku ne peut pas faire mieux. Goku est dépassé par son adversaire, que voulez-vous qu'il fasse? Et il est dépassé parce que Mérus a mal jugé, a mal calculé l'adversaire face auquel il devrait faire face, et il l'a mal préparé, ou en tout cas n'a pas eu assez de temps pour le préparer à cela. C'est tout, c'est un échec de Mérus, ce n'est pas un échec de Son Goku, et ce n'est pas une débilité de Son Goku. Son Goku est bien obligé de se présenter face à Moro, sinon Moro allait péter la gueule de la Terre. Donc il était pris en termes de délai, et il a été limité en entraînement parce que Mérus a pu le lui accorder, c'est tout. Donc je ne vois absolument pas en quoi le power-up en fin de combat de Goku nous donne l'impression, mais on attendra d'avoir une confirmation, les devins, mais qui donne l'impression de mixer le ki du SSJ Blue avec l'Ultra Instinct, parce qu'il n'a rien d'autre sous la main. Et d'ailleurs, bon, ça fait écho à ma vidéo, je vous disais que Goku, dans ce combat-là, serait perdu, et qu'en tant que dernier recours, il mixerait le SSJ 1, moi je disais le 1, pas le Blue, je pensais que le Blue serait trop complexe pour lui, à l'Ultra Instinct. On est allé bien au-delà de ça, parce que très visiblement, d'après l'apparence de l'aura, c'est du Blue mixé à l'Ultra Instinct. Donc petite dédicace à ceux qui me disent que j'étais cinglé, que je pensais trop, que je réfléchissais trop pour DB. Bon, finalement, on y est en plein dedans, et même 3 fois plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais du coup, voilà, le but c'est de vous dire que non, même si Goku a souvent été débile dans Dragon Ball Super, je veux dire, le manga et l'anime, ben là non, ce n'est pas le cas. Là, Goku fait ce qu'il peut avec les moyens du bord, même pas le plan B, c'est le plan Z là. Donc voilà, pour ce combat-là de Goku Ultra Instinct face à Moro, c'est ce que j'en pense. Je vous ai parlé de la mise en scène, des avantages positifs et négatifs de cette mise en scène-là. Je vous ai parlé également du combo, enfin de ce que pense le combo Mérus-Whis. 2 choses également par rapport à ce combat à vous dire en plus. La première, ça ferait écho
au fait que le corps de Moro a l'air extrêmement dur. Et ça va faire écho aussi au combat entre C17 et C18 face à Goku. Je prends un petit peu d'avance dans le chapitre. Dans ce chapitre-là, il est montré et dit par Goku et par C17 et C18, donc c'est l'auteur, Toyotarou, qui s'exprime au travers de ces personnages, que le corps de Moro est anormalement dur. C'est pas juste il est résistant, c'est pas juste c'est un tank un petit peu comme Broly. Déjà, j'ai remarqué que Goku et C17 et C18 vont frapper tous au même endroit. En plein milieu du ventre, il va y avoir un coup de pied de Goku, un coup de pied de C17 et C18 en combo, et une attaque de Ki qui est la meilleure attaque selon eux, que l'on retrouve un petit peu dans Dragon Ball FighterZ d'ailleurs. Et à chaque fois, ils vont tous s'étonner que tu as beau lui en mettre plein dans le buffet à Moro, mais il ne bronche pas, et on nous fait état du fait qu'il a la peau assez dure. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on n'est pas justement dans le cas à la Broly. Quand il tapait dans Broly, on va prendre le vieux film de 1993, Goku et sa bande savaient déjà à quelle brute ils avaient affaire, et ils savaient déjà, en tapant dedans, que ça ne ferait rien. C'est un petit peu comme toi dans la vraie vie, si tu veux mettre un coup de poing dans un mur, tu sais très bien qui, entre le mur et toi, vont tomber par terre avec la main cassée. C'est toi. Eh bien, c'était un petit peu pareil face à Broly. Tandis que là, Moro, c'est un petit peu comme si tu mettais un coup de poing dans ta fenêtre. Alors attention à ne pas reproduire, bien sûr, surtout si t'as pas du double ou du triple vitrage. Tu sais que la vitre va soit se briser, soit se péter complètement. Bon, tu vas avoir des dégâts sur ta main parce que t'as tapé dans du verre, ça risque de te couper tout ça. Mais tu sais que ça devrait péter, tu vois. C'est un peu le même genre. Ou si ça ne pète pas, ça prend des dégâts. Eh bien, je pense que Goku et C17 et C18, d'après leur capacité en tant que fin combattant, quand même, ont estimé, et quand même Goku Ultra Instinct, c'est pas n'importe quoi, ils ont préestimé que ça devrait faire un certain effet, un certain dégât, sans forcément le mettre KO, mais finalement rien ne s'est produit. Donc cette dureté du corps de Moro me laisse un petit peu perplexe. Est-ce que grâce à sa magie, il est capable de faire une sorte de protection sous-cutanée, un petit peu comme Ichigo et les Quincy dans la fin de Bleach, etc., avec le Blood Vein et tout ça, qui sont capables de se protéger comme ça? Est-ce que c'est une forme de barrière magique qu'il a autour de son corps? Ça ferait partie de ses habilités. Un peu à la Babidi, il avait une sphère autour de lui, mais au lieu d'avoir une sphère visible, elle serait recentrée au niveau nano, j'ai envie de dire, au niveau de sa peau, ça se verrait même pas, mais elle serait présente. Ou est-ce qu'à l'intérieur de Moro, il y a quelque chose? Je fais le parallèle de à l'intérieur de Moro, il y a quelque chose, parce que Moro a beaucoup de similitudes avec Piccolo Daimao. Je pense que ça, vous l'avez, le vieux Piccolo, là, le père de Piccolo. Eh bien, on en a remarqué, surtout dans la période Namek, que les postures, que le fait que aussi Moro est vieux et rajeuni, la quête au Dragon Ball, beaucoup de choses ressemblent à Piccolo Daimao en Moro, et on sait aussi que Piccolo Daimao crachait beaucoup de choses en dehors de lui, des sbires ou alors des enfants. C'était le cas de Simbal et Tambourine, ça a été le cas de Piccolo que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que Moro n'est pas en train de nous couver un petit bouc en devenir qui va nous recracher bientôt? Et c'est ça à l'intérieur de lui qui le rendrait dur. D'ailleurs, j'imaginerais bien une scène, là je vous glisse cette petite théorie comme ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo, même si ça va vous faire rire. Comme quoi Vegeta arrive en tant que sauveur, on va s'en parler après du cas de Vegeta. Vegeta arrive en tant que sauveur, il se fait Moro au combat, on a l'impression que tout est fini, tout est gagné, ça y est, la guerre est terminée, et puis le corps de Moro va se fendre, et un nouveau Moro en version plus jeune va en sortir, ça serait un petit peu comme son fils ou quoi. Donc si vous voulez un petit peu, ça serait un petit peu comme si chaque descendant ou chaque résurrection, si je peux le dire, même si on n'est pas dans Boruto, de Moro se ferait aux dépens de la précédente version. Je vous parlais de Babidi, mais c'est un petit peu ça d'ailleurs. Bibidi s'était séparé en Babidi histoire de pouvoir avoir une continuité, c'est pas vraiment son fils. Est-ce que Moro peut avoir une continuité, sachant que son corps est devenu vieillissant, même s'il a pu le rajeunir, mais l'énergie qu'il a pris pour se rajeunir a servi à alimenter un Moro numéro 2 entre guillemets. Donc Vegeta serait assez puissant pour battre ce Moro, mais il y a quelque chose qu'il couve à l'intérieur de lui, et ça va sortir une fois que Vegeta l'aura battu, et celui-ci sera beaucoup plus fort sur tous les aspects, puissance brute et magie que le Moro que nous connaissons, et là ça va donner une seconde étape du combat, peut-être une intervention de Mérus et Beerus. Bon voilà, on peut aller très loin, mais c'est vrai que cette dureté du corps de Moro me laisse très perplexe et peut donner suite à de nombreux résultats, et je viens d'en évoquer certains. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, il y avait un abonné aussi durant mon live, et je te remercie énormément, le lien du live est en description, et vous pourrez retrouver cet abonné, etc. là-bas, qui nous a dit en public, qui avait laissé un message pour nous dire « Mais attends, ce truc du corps dur de Moro, ça fait peut-être écho au chapitre 58, on avait Goku qui parlait avec Krillin, il venait d'arriver sur le champ de bataille, et il disait à Krillin « Écoute, je pense que je peux battre Moro, mais il cache un truc maléfique, un truc noirâtre, je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'inquiète. Est-ce que justement le fait que Moro cache quelque chose, ce truc que cache selon Son Goku Moro, est-ce que ce n'est pas ça
qui rend son corps dur. Donc voilà, c'est une petite piste, ça peut aussi être intéressant et merci à toi qui m'en a donné l'idée, merci infiniment, parce que c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement moi-même. Pour conclure, non pas sur le chapitre mais sur le combat de Goku Ultra Instinct face à Moro, donc vous savez tous que Goku Ultra Instinct va perdre, il va perdre l'Ultra Instinct et tout ça, et justement, dans le chapitre 59, Moro nous affirmait qu'il était capable d'absorber l'énergie de Son Goku, mais qu'il ne le faisait pas par pure volonté, ou en tout cas parce qu'il n'avait pas faim. Il nous disait que voilà, absorber l'énergie des autres, ou de la Terre, ou dans l'espace des autres planètes et tout ça, il le fait uniquement quand il a faim, et non pas juste pour power-up. C'est-à-dire que le fait qu'il prenne de l'énergie qui devienne plus puissant, c'est un effet secondaire de ses repas. C'est comme toi, tu as faim, tu vas te faire une petite pizza, et à la fin tu vas devenir plus puissant. Mais tu n'as pas mangé cette pizza pour devenir plus puissant, et tu ne le ferais pas. C'est un petit peu la logique de Moro. Donc j'ai envie de dire c'est débile, c'est enfantin, mais pourquoi pas? Sauf que là, la logique est complètement foutue. Moro a tenu sa logique, mais dès que Goku, à l'instant même où il perd l'Ultra Instinct, Moro s'en est allé s'empresser d'absorber son énergie. Alors là, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Moro vient d'avoir faim car le combat est terminé et bon voilà, faut renflouer un petit peu l'estomac? Ou alors, est-ce que Moro, qui a déjà prouvé qu'il était capable de mensonges, il a déjà menti à Goku, il a déjà beaucoup menti à Vegeta sur la nouvelle Namek et tout ça lors de leur combat, est-ce que Moro ne vient pas de prouver qu'il vient de mentir à Goku, que Moro n'est pas capable d'absorber l'énergie de l'Ultra Instinct de Goku, ou en tout cas de Goku lorsqu'il est sous forme d'Ultra Instinct, et à la minute même, et non pas à la minute même, le jus de fruits, au moment où Goku a perdu l'Ultra Instinct, il s'est empressé de vite lui pomper ses réserves, comme ça il se renfloue lui-même, c'est pas une question de faim, c'est pas une question d'appétit, c'est juste que le ki de l'Ultra Instinct n'est pas absorbable. Du coup ça serait intéressant, parce que déjà on a un Moro qui continuerait à faire du mind game, comme on appelle ça, du jeu de l'esprit, et ça je trouve ça cool dans l'écriture du personnage, et de l'autre côté on aurait Moro qui aurait des limitations, il y aurait une stratégie. Là tu fous Itachi en face de Moro, il aurait direct capté, tu vois, il se serait dit attends, ce gars il y a certains trucs qu'il peut pas absorber. Donc on pourrait peut-être établir une liste des types d'énergie que Moro n'est pas en mesure d'absorber, comme l'énergie de l'Ultra Instinct, mais c'est bizarre parce que dans ce même chapitre, Vegeta va dire que le ki de l'Ultra Instinct est composé de ki divin. Et pourtant, Moro est capable d'absorber le ki divin. On l'a vu face au SSJ Blue sur Namek. Donc, au-delà du ki divin de l'Ultra Instinct, quelle est la composante de ce ki qui empêcherait Moro de l'absorber? Ça reste une inconnue dans l'équation. Et également, on pourrait alors donner de la crédibilité à une de mes précédentes théories, qui est que certains ki ne sont pas absorbables par Moro, et je pense en particulier au ki du Hakai, de l'énergie de la destruction. On se rappellera que Goku a fait un Hakai face à Gatai Zamasu dans le manga, il peut peut-être le réitérer, et on pensera bien sûr à Beerus. Donc ça aussi, ça reste une hypothèse, mais vous voyez que pour un chapitre qui, soi-disant, d'après ce que j'ai lu, est creux et n'apporte rien et tout ça, bah il apporte quand même pas mal de sujets de discussion, non? Et vous allez me dire ce que vous en pensez en zone commentaire. En parlant de sujets de discussion, la transition est toute trouvée car je viens de vous en parler, le cas de Beerus. Alors on l'a pas vu beaucoup dans ce chapitre, mais déjà je vous ferai remarquer qu'on le voit depuis quelque temps quasiment à tous les chapitres, comme s'il y avait un besoin de nous rafraîchir la mémoire à son sujet. Franchement, si on voulait mettre Beerus de côté, pourquoi ne pas l'avoir montré une fois, et ensuite limite il se casse dormir ou pêcher un peu plus loin que Whis et Merus, et on n'en entend plus parler. Bizarrement, Freezer, Toyotaru n'en voulait pas pour cet arc-là, et bien Freezer a simplement été mentionné dans quelques pages bonus, que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, et on n'entend jamais parler de Freezer. Donc vous voyez, quand on ne veut pas d'un personnage, vraiment il n'y est pas. Beerus, je pense que Toyotaru en veut, et peut-être je reste sur la même lignée que Toyotaru est en train de plus en plus de nous teaser son apparition prochaine sur Terre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si vous étiez sur ma page Twitter, vous savez déjà. Si vous étiez sur mon live anniversaire, etc., et je vous remercie de votre présence, et bien vous savez déjà. Déjà, l'expression sur le regard de Beerus est louche, il a l'air intéressé par la discussion, mais surtout, j'ai l'impression, c'est une impression personnelle qui ne s'appuie sur pas grand-chose, vous me direz en zone commentaire si vous la partagez, j'ai l'impression que Beerus est en train de trouver un stratagème pour pouvoir se rendre sur Terre. Beerus est en train de demander de la nourriture. D'accord, pas de problème, il mange souvent et tout ça, mais là il est en train de jouer la carte de « je veux une nourriture exquise, je veux quelque chose de très bon ». Et là, je vois bien le déroulement de la scène à suivre, comme quoi Whis va donner une nourriture sans aller sur Terre, il va fournir de la nourriture à Beerus, Beerus va la recracher en prétextant que c'est dégueulasse. Whis va dire à Beerus, Maître Beerus, cette nourriture-là, vous en êtes habitué, vous vous en êtes jamais plein, pourquoi ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Beerus va dire, eh bien je m'en fous, j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et Beerus va dire, je sais, le seul endroit où je mange bien, dans cet univers, c'est sur la Terre. Whis, mène-moi là-bas. Et on sait que Whis prend à peu près 25-30 minutes pour aller sur Terre.
en 25-30 minutes, le combat va évoluer. Probablement, une défaite de Goku et de Vegeta va se faire. Sous une trentaine de minutes, c'est largement possible. Il y a Moro qui cache beaucoup de choses. Vegeta est trop présomptueux. Et en plus, il y a encore 7-3, Seven Sneak qui est sur Terre. Donc bon, beaucoup de choses à l'encontre de la Z-Team. Et pendant ce temps, Whis va donc valider la demande de Beerus, mais Whis n'est pas bête, il va se rendre compte de où est-ce que Beerus veut en arriver. Whis va dire à Beerus, Beerus-sama, êtes-vous sûr de ce que vous voulez faire? Vous rendez-vous compte de la conséquence de vos actes? Et Beerus va lui dire, tais-toi Whis, exécute mes ordres. Et Whis va soupirer un petit peu et dire, très bien, comme vous voulez Beerus-sama. Et il va s'exécuter à le mener sur Terre. Parce qu'on a vu que Whis défendait la neutralité et le fait que les univers doivent bien jouer le jeu de la vie et la mort de ce qui s'y passe, et que les anges, les Akashin et Kaioshin sont là pour de la régulation, mais pas pour de la gestion. Ils sont pas en train de jouer à Civilization 6 qui est devenu gratuit sur l'Epic Store là. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Donc ils doivent laisser faire les choses. Même si Beerus n'est pas neutre, il n'est pas censé agir pour sauver ses petits copains mortels dans l'univers non plus. Il y a un juste milieu pour Beerus, même s'il est plus actif que Whis. Donc je verrai parfaitement Beerus se rendre là-bas. La première étape serait malgré tout de même d'aller voir Bulma pour avoir de la nourriture, celle qui le nourrit le mieux. Et après, il y a deux solutions. Soit Beerus joue les têtes dures et ne veut toujours pas intervenir, mais on sait que Bulma exerce une forte pression et un fort chantage sur Beerus, et elle risque de lui dire « Beerus, si tu ne vas pas sauver mon mari et mon meilleur ami Son Goku, je ne te le pardonnerai jamais et je te nourrirai jamais ». Beerus va la menacer de la Hakai, et Bulma est très intelligente et elle va dire à Beerus « si tu me Hakai, je te nourrirai plus, vu que je serai plus là ». Donc Beerus va être coincé et va devoir aller se rendre sur la bataille et va se faire une bonne brochette de bouc brisée et il va kiffer la nourriture. Ou alors tout simplement, Beerus va être un petit peu plus amadoué et va prétexter qu'il a besoin de se rendre sur le champ de bataille, voir comment Goku et Vegeta se démerdent, etc. Et pourquoi pas que Moro va aussi s'en prendre à lui, il va peut-être vouloir pomper l'énergie de Beerus et Whis, et qu'à partir de ce moment-là, il va être obligé de s'en occuper. Le cas Beerus, même s'il n'en a pas l'air, est très brûlant, donc je ne mettrai pas autant ma main à couper qu'il y a un an en arrière, quand je vous parlais de l'intervention obligatoire selon moi de Beerus dans l'arc, mais pour moi elle est toujours aussi prépondérante, et elle serait toujours aussi classe et agréable si cela venait à avoir lieu dans les prochains chapitres de DBS. Bon, les devins, dans cette review, est-ce qu'on ne se parlerait pas du cas de Vegeta enfin? Parce que bon, le cas de C17 et C18, mis à part la dureté du corps de Moro, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus. Piccolo et Gohan sont très anecdotiques dans ce chapitre-là, donc on va se parler du cas de Pibara, des Yardra et de Vegeta. Et justement, je vais mettre un petit coup de surenchère. Je vous disais que malgré tous ses défauts, Dragon Ball Super arrive à explorer son lore, et des choses du lore de Dragon Ball, de la bonne vieille époque, du Dragon Ball qu'on a tous kiffé sans aucune exception, et personne n'osait le critiquer tellement il était légendaire. Goku s'était rendu chez les Yardra à l'époque, il s'était entraîné, la téléportation, tout ça, il en est revenu, mais ni vu ni connu. On n'a jamais vu comment ça se passait là-bas, on a à peine entrevu dans 2-3 images arrêtées à quoi ça ressemblait chez les Yardra, quel était leur chara-design et tout ça. Mais bon, voilà, limite Saorien c'était pareil. Mais là, dans Dragon Ball, on a vu de A à Z comment se passe un entraînement entier chez les Yardra, je ne sais pas si vous en rendez compte. On a vraiment beaucoup de choses sous les yeux qui sont développées, et on a très souvent envie de cracher dans la soupe, alors que même si la soupe n'est pas excellente, même si elle n'est pas parfaitement chauffée, elle est quand même pas mal, elle passe bien et elle se digère plutôt pas mal. Et c'est dommage, il faut aussi savoir apprécier ce que l'on a sous les yeux, tout en sachant garder un esprit critique, négatif, constructif. Et c'est ce que je m'efforce de faire, sans forcément avoir la prétention de le faire parfaitement, car nul d'entre nous n'est parfait en ce bas monde. Mais c'est cool quand même d'avoir eu ce développement des Yardra, vous n'êtes pas d'accord avec moi? On a vu comment ça se passe, alors d'accord, ça ressemble à l'entraînement de Naruto, mais au moins tu sais à quoi ça ressemble. On sait comment est le chef des Yardra, est-ce que c'était un vieux con, est-ce que c'était un vieux gentil, est-ce que c'était un vieux pervers, est-ce que c'était un mec un petit peu cool, et c'est plutôt le cas, c'est un mec un petit peu sage et cool, un petit peu façon professeur de Doctor Strange, j'ai envie de dire, qui connaît beaucoup de choses, mais qui ne l'étale pas partout, voilà, comme s'il avait la science infuse, alors que pourtant il l'a, qui est capable de beaucoup de choses, mais qui a aussi beaucoup de règles dans son fonctionnement et dans sa vie. On a vu le peuple des Yardra, les diverses formes et apparences physiques qu'ils peuvent avoir, l'organisation, certains sont plus proches du chef que d'autres, certains sont plus des manuels et sont un petit peu plus des opérationnels que d'autres. On a vu la structure architecturale des lieux dans lesquels ils habitent et ils font leurs opérations administratives de tous les jours. Voilà, on a vu énormément de choses. Certes, on ne sait pas tout sur tout des Yardra, mais on sait beaucoup de choses maintenant. On a à peu près cerné quel type de gars ils sont. Donc, en ça, je suis très fier. Je suis très heureux que Dragon Ball Super ait pu nous l'apporter. Et vraiment, il faut s'en rendre compte. J'insiste sur ça. Sinon, pour le cas de Pibara,
et de l'autre, là, désolé, j'ai oublié son nom, le petit Yardra, il s'appelle Hatsk, un truc comme ça, c'est un jeu de mots avec les rats. Dans Yardra, Yardrat, il y a le mot rat, c'est voilà, tous les jeux de mots par rapport au Yardra sont donc par rapport au rat. Et du coup, nous avons donc la finalisation de l'entraînement de Vegeta. Alors, concernant le cas de Vegeta, il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles Toyotarou a voulu régaler l'ensemble des fans de Vegeta en lui donnant le premier rôle et tout ça. Et ça, c'est une très très belle perspective. Vraiment, ça, j'applaudis. Si d'ailleurs ça se passait comme je vous ai dit tout à l'heure, Vegeta prend une victoire ou une victoire temporaire et que Moro évolue en un Moro 2 ou quoi, ça pourrait être intéressant d'avoir vraiment mis Vegeta sur le devant de la scène et c'est lui qui aura outrepassé même les erreurs de Merus en ayant eu pourquoi pas un meilleur maître. On voit que un mec mortel, Pibara, peut être un meilleur maître pour quelqu'un que Merus lui-même qui est un ange. Donc voilà, j'aime bien ce message d'espoir que peut véhiculer Dragon Ball Super, en voulant dire aussi de ne pas se fier aux apparences. Des fois dans la vie, il y a des gens qui ont un statut social plus important que le nôtre, soi-disant on nous dit que ce mec-là est important, cette femme-là est importante, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon. Donc ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vos proches, et en ayant la détermination qu'il faut, vous pourrez être meilleur que n'importe qui. Ça, c'est un des messages de toujours de Dragon Ball qui se répète ici dans Dragon Ball Super. Je suis très heureux et vraiment très touché au cœur de pouvoir le retrouver ici. Cependant, au-delà de ça, l'entraînement de Vegeta s'est conclu. On ne sait pas vraiment quelle technique il a acquis, mais on continue de voir quelque chose que je vous avais déjà développé. Vegeta, lorsqu'il s'entraîne, n'a strictement aucune violence physique qui lui a été faite, il n'a aucune égratignure, rien de tout ça. Il est tranquille, il est calme. Et c'est son adversaire qui est totalement épuisé. Donc Vegeta ne s'entraîne pas spécialement pour obtenir une augmentation de son pouvoir physique, même si on a vu face à Yozun qu'il avait eu un power-up, mais ce n'est pas le but premier. Sinon, il aurait beaucoup d'égratignures comme Goku face à Merus et tout ça. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose de psychologique, quelque chose de magique, quelque chose lié à l'esprit. Enfin voilà, ça tourne dans ces eaux-là. Et donc, je vais rebondir sur la théorie que je vous avais fait précédemment. Je vous avais dit que Vegeta apprendrait à ne pas se faire absorber son ki et son énergie, et je reste toujours dans la même longueur d'onde. Et deuxième étape, je pense que maintenant que Vegeta a suffisamment développé son esprit, il est aussi capable de pouvoir fatiguer l'esprit de l'adversaire et donc d'épuiser, de vider les ressources d'énergie de l'adversaire. Je pense alors, et je vais faire aussi référence à la fameuse idée du stand dont nous parlait Ryokutia, je pense savoir à quoi faisait référence Ryokutia, le fameux japonais qui obtient le chapitre en avance, par rapport au stand, parce que dans le chapitre, là, franchement, il y a zéro stand qui apparaît, il y a juste des petits Yardra qui sont épuisés. Mais je pense que ce que l'on veut dire par l'idée de stand, c'est que Vegeta va mener un combat dans une autre sphère. Il va se battre physiquement parce que Moro va sûrement l'attaquer, il va falloir rétorquer et tout ça. Et d'ailleurs, on voit à la fin qu'il se transforme en Blue, c'est pas pour rien, en Blue évolué. Mais le gros du combat n'aura pas lieu ici, il aura lieu dans quelque chose qui sera limite invisible. Alors certes, Toyotarou va arriver à nous le retranscrire, hein, je suis sûr, mais ça sera pas forcément visible. Les Yardra nous ont dit qu'ils visualisent le Ki, non pas en tant qu'énergie comme ça, mais ils le visualisent en tant qu'esprit. S'ils le visualisent en tant qu'esprit, ça veut dire que selon eux, le Ki est une sorte d'entité en part entière, d'où l'idée de stand, vous voyez. Le stand est une entité, hein, mais qui appartient directement à son possesseur, comme Jotaro, etc. dans Jojo Bizarre Adventure. Si Vegeta arrive à changer son point de vue et à faire en sorte qu'il perçoive son propre Ki en tant qu'un esprit, comme un esprit à part entière, comme une entité émanant de lui-même, je suis sûr et certain qu'il peut l'utiliser et qu'il peut la manipuler d'une certaine manière. Et en ayant ce contrôle sur son esprit, il va pouvoir donc faire en sorte qu'il ne se fasse pas voler par Moro. Moro, s'il vole le Ki, ça veut dire qu'il vole l'esprit des gens. Donc cette fois-ci, il restera chez lui bien accroché. Et si l'esprit de Vegeta est plus fort, et plus résistant, et il est plus intimidant et plus costaud que l'esprit de son adversaire, eh bien Vegeta pourra prendre le dessus sur l'esprit de l'adversaire et affaiblir psychiquement, si je peux le dire ainsi, spirituellement, son opposant. Et c'est ce qui se passe. Vegeta a un esprit plus puissant que celui du petit Yardra qui lui fait face, donc il arrive à l'affaiblir sans même le toucher. Reste à voir si l'esprit de Vegeta sera plus fort que celui de Moro. Ça, c'est une grande question. Mais à minima, je pense que l'esprit de Vegeta est devenu suffisamment fort pour que Vegeta puisse le garder avec lui. D'ailleurs, Vegeta n'est pas con. Il sait très bien qu'il va être capable de cela. On se rappellera que Vegeta a déjà utilisé ce SSJ Blue évolué 2 fois dans le manga. Il l'a utilisé dans le tournoi du pouvoir et il l'a utilisé sur la nouvelle planète Namek face à Moro, sauf que son énergie a été totalement aspirée par Moro. Cette fois-ci, il le sort une 3e fois. S'il savait qu'il n'était pas en mesure de le conserver, je vois pas pourquoi il l'aurait ressorti. Donc Vegeta est confiant car, sans faire exprès, il a eu un power-up physique, pas énorme, mais il en a eu un quand même qui va lui suffire à compenser l'absorption des planètes pendant 2 mois de Moro. Le SSJ Blue évolué qui va rester bien accroché sur lui
parce qu'il a renforcé son esprit, et grâce à la force que son esprit a acquis, eh bien il va pouvoir affaiblir son adversaire, et ensuite pourquoi pas créer des ouvertures dans le monde physique pour pouvoir le tabasser à l'ancienne en bonne et due forme et mettre une bonne raclée au vieux bouc puant. Donc je pense que ça va se dérouler comme ça, sauf qu'il y a quelque chose qui va clocher quelque part. Il va peut-être y avoir une intervention de Sevensley, comme ça fera du 2vs2, qui va recopier soit la nouvelle technique de Vegeta, soit l'Ultra Instinct de Goku. D'ailleurs, Goku est affaibli. Maintenant que Goku est affaibli, Sevensley peut vite arriver dans sa nuque et recopier l'Ultra Instinct. Vous voyez, vous étiez nombreux à me dire que c'est pas possible de recopier l'Ultra Instinct de Goku, car Goku est trop fort. Et moi je vous disais simplement non, mais Goku sera affaibli. Le scénario de Sevensley est en train de se mettre en place, mes chers amis de 20, donc attention, ça aussi ça peut être très intéressant. Il peut y avoir de gros bouleversements dans la fin de l'arc Moro, qui pour le moment, je vous le concède, est très plat. Donc de belles perspectives d'avenir, parce qu'entre intervention de Mérus, de Beerus, évolution de Moro, apparition de Sevensley comme une carte Joker pouvant donc faire de Moro, non plus Moro, mais un binôme, pour faire face au binôme de Goku et Vegeta. Sevensley qui peut copier les techniques à la fois de Moro, il a 3 slots dans sa tête, de Vegeta et aussi Ultra Instinct de Goku, ça peut être un truc de ouf. Donc vous savez tout ce que je pense à propos de Vegeta, sauf une chose, la téléportation. Alors la téléportation en soi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de la donner à Vegeta, même si en soi je suis un petit peu, en tant que pur fan nostalgique de Dragon Ball, je suis un petit peu, pas choqué, mais je suis un petit peu interloqué. C'était devenu le mouvement signature de Son Goku, ça apparaît un petit peu partout, mais j'ai envie de vous dire, le Kamehameha, on le voit partout, on l'associe à Son Goku, mais c'est pas la technique de Goku. Le Kaioken, c'est pas la technique de Goku. La téléportation, ce n'est pas la technique de Goku. L'Ultra Instinct n'est pas la technique de Goku. On l'associe dans nos esprits faibles, on l'associe à Goku, mais ce n'est pas la technique de Goku, et ce ne sont pas les techniques de Goku. C'est juste que c'est un petit peu comme les youtubeurs, vous savez, si un youtubeur, il fait 100 vidéos sur faire des recettes de cuisine, et que la 101e vidéo il va faire du gaming, on va tous être choqués, oh là là, bon moi j'en ai rien à foutre, chaque youtubeur fait ce qu'il veut, mais je sais que beaucoup d'entre nous seront choqués, en mode oh là là, tu nous as trahis, qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu allais nous montrer comment on fait une pina colada, mais tu vois, les délires à la con comme ça, genre le youtubeur n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, si au bout de 1 an de vidéo il veut changer, il n'a pas le droit parce que ça y est, dans l'esprit des gens il est figé. Donc je pense que c'est un petit peu pareil pour Goku, Goku fait ça, Vegeta fait ça historiquement, donc ils n'ont pas le droit de faire les attaques de l'un et de l'autre. Genre le Final Flash, si Goku veut le faire, il le fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait que Vegeta y arrive, ça me choque pas. Ça me choque pas du tout, et d'ailleurs, il est allé beaucoup plus loin que Son Goku dans l'entraînement Yardra, donc pourquoi pas? Si Vegeta fait du multiclonage comme les Yardra, ça me choque pas non plus. Si il fait du gigantisme comme font les Yardra, alors que Piccolo le faisait déjà, ben ça me choquera pas, parce que ça n'appartient pas à Piccolo. Même si le principe n'est pas le même, le résultat sera le même. Donc il faut aussi sortir de ça dans nos têtes. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils m'ont retourné la tête, mais waouh! On aurait dit quand tu sors un steak haché du congélateur et tu es obligé de le faire tourner dans tous les sens dans la poêle pour bien le faire décongeler, mon cerveau ils l'ont retourné comme ça partout, parce que pourquoi avoir compliqué une situation simple en fait? Si tu voulais vraiment que Vegeta ne fasse qu'une seule fois la téléportation pour le fanservice et que les fans se disent Vegeta l'a fait une fois, c'était là, rappelle-toi à ce moment-là, tel tome, tel chapitre et tout, bon oui, pourquoi pas, tu peux pour marquer le coup, ça peut faire des figurines et tout d'ailleurs, tu peux le faire, mais pourquoi pas trouver une justification plus simple? Moi je vous donne un petit exemple. Ok, les Yardra n'ont pas le droit de se déplacer ailleurs. D'ailleurs, je trouve que ça fait un petit peu écho à Jimmy's, le Yardra de l'univers 2. Est-ce que ce Yardra de l'univers 2 n'est pas un Yardra qui aurait outrepassé les règles de son peuple? Soit Yardra univers 7, soit Yardra univers 6, il y en a probablement là-bas. Et il s'est téléporté dans un lieu dans lequel il n'avait pas le droit d'aller. Et du coup, ce Yardra a été banni de son univers, de je ne sais quoi. Et du coup, il se retrouve coincé dans l'univers 2. Bon bref, ça aujourd'hui on s'en fout, mais je voulais quand même vous glisser l'info. Voilà, le scénario que moi j'aurais pu vous proposer. Les Yardra disent ne pas pouvoir se téléporter, Pibara veut faire son exception, je trouve ça un petit peu débile, pourquoi sortir la règle pour faire une exception à la règle juste après? Et derrière il y a Vegeta qui dit non t'inquiète, je vais la faire juste une fois, alors que le temps presse, hein, Goku peut-être qu'il va crever, c'est 17 la Terre et tout, peut-être tout le monde va crever, mais bon c'est 18 avec, bon, c'est tellement con de la part de Vegeta de faire ça, parce qu'il sait comment, dans quel état est la Terre, il vient de comprendre que Goku a perdu l'Ultra Instinct, il n'y a plus une minute, plus une seconde à perdre. C'est tellement débile d'avoir fait ça, je ne comprends pas la direction. Vraiment, j'ai pas compris. Là, c'est un gros point noir du chapitre. Mais bon, allez, imaginons que Vegeta veut le faire par lui-même. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas ramener un petit Yardra qui va poser sa main sur l'épaule de Vegeta et ça va lui donner un boost temporaire, c'est-à-dire que Vegeta va pouvoir focus pleinement. Genre Pibara, il débarque, il met sa main sur l'épaule de Vegeta et lui dit « Grâce à moi, je te transmets un petit peu de ma maîtrise de l'esprit ou je sais pas quoi, et tu vas pouvoir être à même de faire la téléportation. » Et là,
t'as la téléportation qui se fait, et Pibara reste sur Yardra, on voit les petits effets de téléportation, Vegeta a disparu, il est allé sur Terre, et Pibara serait fier et tout ça. Pourquoi ne pas avoir fait ça? Genre, Pibara aurait boosté, un peu comme une batterie externe sur ton téléphone, les capacités temporaires de Vegeta pour la téléportation, et là derrière, tu peux justifier pleinement qu'il en est plus capable, parce qu'il ne l'a pas fait 100% par lui-même. Mais là, on veut nous mettre en jeu dans le scénario le fait qu'il l'a fait. Il l'a parfaitement fait, hein. Au bout du deuxième essai, c'est bon. Mais il ne la fera plus jamais, d'après ce qu'il nous dit. Alors soit c'est un mytho du scénariste Toyotaru et qu'il la ressortira, la téléportation, dans un moment difficile, et Vegeta va faire un petit peu, tu sais, son regard de la fusion quand il a un petit peu honte, et va dire « Kakaroto, tu croyais quoi, que j'allais abandonner une si bonne technique ?» Et peut-être que dans un dernier retranchement, il va la sortir. Mais s'il ne la ressort plus, on a quand même beaucoup de questions à se poser, parce que Vegeta connaît mieux les secrets Yardra que Goku lui-même. Vegeta vient de faire cette technique-là une fois, alors ça ne veut pas dire qu'il la maîtrise. Certes, Vegeta dans le chapitre dit qu'il ne s'y entraînera plus, comme ça il sera certain de ne pas la maîtriser, mais quand même, c'est un peu le côté j'ai réussi à tenir tout seul sur mon vélo sans mettre les petits trous derrière. Généralement, à partir du deuxième, troisième essai, tu vas encore arriver à faire du vélo, même si tu en fais un mois après. Parce que bon, les sensations sont familières, pareil quand tu apprends à nager. À partir du moment où tu ne coules plus, tu arrives à flotter, tu arrives à avancer un petit peu, même si tu retournes dans la mer ou à la piscine l'année d'après, généralement ça va marcher quoi. Donc c'est un peu bizarre et j'ai un peu eu du mal à suivre ce passage-là. C'est dommage, je trouve que ce n'était pas incohérent d'avoir mis la téléportation, je trouve que c'est cool de donner le premier rôle à Vegeta, mais il y a eu toute une entourloupe scénaristique autour de je le fais pas, le Yardra il le fait pas. J'ai pas compris où on voulait en venir, peut-être c'est moi qui suis trop bête pour comprendre la logique derrière tout ça, mais en tout cas elle ne m'a pas paru claire. Donc les deux, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire s'il y a un sujet que j'ai un petit peu oublié d'aborder, le chapitre. Malgré les apparences, était assez riche en ce qu'il nous a proposé. Je trouve aussi, bon c'est dommage, je donne le message en fin de vidéo, mais bon, qu'il ne faut pas juger à partir des leaks, parce que quand les fuites d'informations, les spoilers sont sortis, je trouvais que c'était pas terrible, hein, que ça commençait à se sentir mauvais, mais le chapitre en soi est pas déconnant du tout, il est pas excellent, mais ça passe. Après du ça passe, ce n'est pas assez pour Dragon Ball. C'est dommage qu'on n'est pas dans l'excellence, donc ça oui c'est un point négatif, mais on va dire que c'est un moindre point négatif par rapport au fait que le chapitre est loin d'être catastrophique, en tout cas à mes yeux ne l'est pas, et donc on se retrouve à la fin avec Vegeta, SCJ Blue évolué qui est de retour. Est-ce que c'est exactement le même que dans l'animé? Bref on s'en tape, mais c'est le même principe, et on a Vegeta qui nous fait sa pose du pouce levé à la Super Vegeta. On a déjà des mèmes qui tournent sur internet pour nous montrer que Vegeta va prendre une grosse raclée, parce qu'à chaque fois où il a fait ça, ça a très mal fini pour lui. Alors soit ça va mal finir pour lui, et oui je pense que tôt ou tard ça va mal finir pour lui, parce qu'il va falloir justifier le combo Goku-Vegeta, peut-être une intervention de Beerus et ou de Merus, ça va arriver tôt ou tard, mais aussi j'espère que Toyotaru va arriver à prendre à revers ce vieux travers de Vegeta, et nous mettre sur la piste que là il relève le pouce et que ça semble aussi pour lui, mais qu'il va quand même un minimum briller. C'est pour ça que l'hypothèse où Moro aurait un deuxième Moro en lui qui expliquerait la dureté de son corps, serait cool, parce que Vegeta aurait la victoire, il aurait battu Moro, on pourrait pas le lui enlever, mais derrière il y aurait un descendant qui va ressortir de lui, et celui-ci va être beaucoup plus balèze, vous savez, le genre de gars un petit peu imprenable à la Hachiyak, à la Broly, pas aussi mastoc, hein, mais dans le principe on n'arrive même pas à lui taper dessus quoi. Voilà, ça serait intéressant qu'il y ait la débandade du côté des héros par rapport à une deuxième version de Moro. Bon, on verra bien, je pense que je vais dédier une vidéo à ce sujet-là, ça peut être intéressant. Et puis voilà les devins, merci infiniment pour tout votre soutien. Pensez à réfléchir par vous-même, les youtubeurs, les Twitter avec beaucoup d'abonnés, tout ça, les sites web ne sont pas vos gourous de secte, je ne le suis pas non plus, je m'inclus là-dedans. Donc voilà, pensez par vous-même, faites-vous votre propre avis, n'ayez pas peur de l'assumer, votre avis est tout aussi intéressant et compte autant que celui de n'importe qui, peu importe votre nombre d'abonnés, on s'en fout, chaque avis est valable, chaque avis est excellent, ne vous dévalorisez pas, c'est très important, les chaînes YouTube, quelles qu'elles soient, les sites web, quels qu'elles soient, c'est très cool, c'est très bien, on partage du contenu, ça fait vivre la communauté, et en soi c'est un excellent point, mais n'attribuez à aucune chaîne YouTube ou aucun site web un statut de secte, c'est très négatif pour vous, et vous allez être aliéné par ces gens, par ces entités-là, etc., et ce n'est pas bon du tout. Donc voilà, mille merci à vous tous, la communauté qui me suivez et qui fait vivre aussi en retour cette chaîne YouTube. Comme chaque mois, laissez-moi un petit message si vous êtes resté du début à la fin, je viendrai vous y laisser un petit cœur. Pensez à bombarder un maximum de pouces bleus, ça m'aidera, surtout pour les vidéos longues comme celle-ci. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.